Interview et lecture de Christophe Siebert pour Métaphysique de la viande. Alors, bonsoir Christophe, et on va parler un peu de ton ouvrage personnel Métaphysique de la viande, sorti au Diable Vauvert. Bonsoir. Oui, il est sorti le 14 mars au Diable Vauvert, donc il y a 15 jours à peu près. Bon anniversaire. Alors voilà, je pense que c'est une sortie d'importance par rapport à ta carrière et par rapport à ton parcours. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tout ça ? C'est surtout le premier bouquin que je sors, qui sort chez un grand éditeur, qui est donc disponible en librairie, qui a bénéficié d'une vraie correction, qui va bénéficier d'une vraie promotion aussi, donc que tout le monde pourra lire, dont les médias vont, j'espère, parler un peu. Qui a une couverture de Stéphane Blanquet qui est magnifique, comme vous pouvez le constater. Mm-hmm. Ah oui. Merci. T'es à la FNAC aussi. Je suis à la FNAC, dans beaucoup de librairies. La prochaine étape, c'est Cyril Hanouna. Je pense, je lui ai écrit, j'attends une réponse avec impatience. Et ouais, justement, donc, en fait, c'est à la fois une publication, je dirais que c'est un peu une première pour toi, en même temps aussi, c'est la réédition de deux textes qui ont déjà un certain parcours. Est-ce que tu pourrais nous dire de quoi il s'agit ? Ouais, c'est deux romans qui ont connu plusieurs vies. Donc c'est Nuit Noire et Paranoïa. Nuit Noire est à sa 3e édition maintenant, qui est, je pense, la définitive, et qui a été édité pour sa première forme chez Rivière Blanche, augmentée d'une quantité de texte pas négligeable pour arriver au calibrage demandé par l'éditeur. Il a reparu ensuite chez Trash Édition, donc amputé de ce rajout, et donc correspondant davantage à ce que je voulais faire. Et 2 ans après, toujours chez Trash, a suivi Paranoïa, qui était lui aussi un bouquin compliqué, puisque au départ c'est une espèce de roman noir que je traînais depuis des années, avec beaucoup plus de texte que ce qui est paru initialement, et dont je savais pas quoi faire. Et il se trouve que Antoine, l'éditeur de Trash, qui est maintenant chez Rivière Blanche, enfin bref, oui, on suit, hein. C'est très compliqué tout ça, faut prendre des notes. a beaucoup aimé ce Fatra, et c'est lui en fait qui, en m'imposant des coupes importantes et en remontant l'ensemble du texte qui est resté, a abouti à ce roman qui donc s'appelle Paranoïa, qui a eu une première publication chez Trash, et qui, après que Trash a cessé d'exister, s'est retrouvé donc réédité avec Nuit Noire, sous le titre global de Métaphysique de la viande, au Diable Vauvert. Tout ça est clair comme un lac de montagne. Et oui, c'est clair comme la Garonne. C'est clair. Et en fait, bon, après, c'est vrai que évidemment, je peux pas m'empêcher de mettre un petit peu mon grain de sel, puisque bon, évidemment, j'avais lu les deux livres avant cette réédition. Donc, on peut dire que Nuit Noire. Alors, je vais pas faire l'injure aux auditeurs de Douche Froide, lapsus. En rappelant les différentes lectures que tu as fait. C'est-à-dire que je pense que beaucoup des auditeurs de Douche Froide connaissent tes textes. Nuit Noire est probablement... Assurément. Oui, c'est évident. T'as fait à peu près 24 000 lectures depuis ces 6 derniers mois. Donc on peut dire en tout cas que Nuit Noire est un de tes romans les plus extrêmes. Peut-être ton roman le plus extrême. Jusqu'à présent, oui, sans aucun doute. Et on peut dire que Paranoïa est à mon avis, après avoir lu un peu tout ce que tu as écrit dernièrement, c'est ton bouquin le plus excentrique, au sens où il casse un petit peu des codes. C'est un livre assez foutraque, on peut le dire. Certes, oui, et mirifique sur tout un tas d'aspects. Drôlatique. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un livre qui est assez transgenre. C'est-à-dire que c'est à la fois un roman d'horreur, un polar, un roman social. Je me souviens que l'édition de Trash Édition, du coup, le présentait comme un croisement entre Lovecraft et Jean-Patrick Manchette, et Philippe Cadic, on manquait pas d'air. Ce qui est assez déconcertant, mais en fait quand on lit le bouquin, c'est vraiment à sa compense. Donc c'est un livre un petit peu... Oui, c'était une manière de dire que j'avais un peu pompé les trous en écrivant ce bouquin-là. Ouais, c'est un peu effectivement les délires de Philippe Cadic. J'emprunte beaucoup la mythologie de Lovecraft. Oui. Et une grande part du livre est écrit comme un roman noir bavuriste à la Manchette. C'est ça, mais on peut dire que du coup Métaphysique de la viande réunit à la fois ton bouquin le plus sombre et le plus violent et ton livre le plus mutant. Ouais. Après, ils sont reliés aussi par des thèmes communs. Enfin, les deux explorent la notion de monstre, le mythe de Cthulhu, des choses comme ça.
Et du coup, justement, par rapport aux précédentes éditions, celle-là, en quoi elle est, je dirais, en quoi elle est différente et en quoi elle est Bon, plus aboutie que les précédentes, en bon, fait. en dehors des conditions de diffusion, etc., dont on a déjà parlé, il y a eu pas de correction de fond, c'est-à-dire que globalement c'est quand même les mêmes textes, Mhm, mais on a supprimé un certain nombre de coquilles qui avaient réussi à résister aux éditions précédentes. mhm. Et on a corrigé quelques éléments de détail, des dates ou des choses comme ça qui ne tenaient pas debout en fait parce qu'on s'était pas suffisamment relu les fois précédentes. Mhm. Et j'en ai profité pour le toiletter un petit peu, mais c'est encore une fois vraiment des choses de surface. J'ai viré des virgules, changé quelques verbes. Il y a aucune modification de fond qui a été apportée au manuscrit. Ok. Et par contre, justement, au niveau par rapport à tes thèmes de prédilection, c'est-à-dire, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours le thème de la mutation, le rapport au corps violet, enfin, je veux dire, tu qualifies tes romans comme une sorte de roman social noir et mutant. Il me semble qu'on en avait déjà parlé Ouais. sur cette antenne. Justement, voilà, comment aujourd'hui tu te situes par rapport à ton œuvre, je dirais maintenant ce que tu fais aujourd'hui, en quoi c'est. Où est-ce que tu Euh, en es justement aujourd'hui par rapport dans ton écriture et dans ton rapport au. Là, sur le projet sur lequel je suis en train de bosser en ce moment, et dont je dois rendre un premier manuscrit justement au Diable Vauvert en mai pour une sortie l'an prochain, Mhm, j'ai mis un peu la pédale douce sur la violence extrême et sur l'horreur dans ce cas de plus organique, mhm, parce que j'ai effectivement eu l'impression d'avoir à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce mode-là, dans Nuit Noire et un peu dans Paranoia. Du coup, je me rapproche plus maintenant du roman noir mhm. ou de l'horreur sociale, tel que Plat Pratiqué Ballard par exemple, Oui. qui serait plus mes modèles maintenant. Mhm. Et il y a peut-être aussi un autre projet que je trouve assez intéressant et dont ça serait peut-être pas mal de dire quelques mots, c'est que tu t'es lancé dans le jeu de rôle depuis, Mm. depuis un petit moment avec la trilogie de la Crasse qui est sortie chez Batro Games. Ouais. Alors c'est un projet assez atypique, assez curieux. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Moi, ça, au départ, c'était une commande de Batro Games, du coup. Parce que Batro était à la fois lecteur de mes trucs et auteur, notamment chez Violence, donc on avait des affinités communes. Mhm, Et au départ, c'était une commande qui était beaucoup plus restreinte que ça, puisque je devais écrire une espèce de livre de clan book, de livre de race, pour une des races surnaturelles présentes dans son univers. mhm, Et finalement, ça s'est emballé un peu, j'ai livré beaucoup plus de signes que prévu, en débordant largement du cadre qui m'avait été donné. Ça lui a plu, et donc on a décidé de partir sur un truc beaucoup plus hors norme, donc sur 3 romans, mhm. chacun prenant pour centre une des espèces de ce monde. Donc il y a des hommes porcs sodomites, des espèces de créatures cafards qui parasitent les humains pour explorer leurs pulsions les plus dégueulasses et en tirer profit. Mhm. Et des mouches métaphysiques qui enquêtent sur la mort d'un démiurge, je ne sais pas s'il existe. Mhm. Alors, il faut juste rappeler pour les non familiers qu'en fait il s'agit il s'agit d'un multivers en fait, c'est-à-dire Ouais. qu'en fait Oui, tu décris en fait, enfin c'est le concept développé par. Bon, je suis pas très spécialiste du jeu de rôle donc je peux pas vraiment en parler précisément. Et donc il y a un maître de jeu qui définit un multivers, c'est-à-dire en fait une sorte d'univers qui rejoint à la fois la Terre et des oui. arrière-plans cosmiques et des Ouais. mondes parallèles. La difficulté principale de tout ça, ça a quand même été d'essayer de rendre tout ça cohérent avec les autres univers justement de Batro Games, enfin de Batro qui est donc la tête pensante derrière tout ça. Mhm. Parce que moi je m'étais beaucoup amusé à rajouter des idées et des délires divers et variés. Il a fallu ensuite réinscrire ça dans le multivers, comme tu dis, c'est-à-dire dans l'ensemble de jeux qui composent la gamme de ce qu'écrit Batro, Oui, qui est toujours sous-tendu par le même contexte. c'est ça. Et ensuite en faire un truc jouable. Mais ce qui était plus ça, son travail à lui en fait. Et il y a aussi cette influence qui est déclarée dès le départ, c'est-à-dire de faire une sorte de jeu de rôle qui serait débarrassé, je dirais, des influences majeures que sont Tolkien et Lovecraft, pour aller Oui. vers quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'univers de William Burroughs. Oui, oui, Apparemment, oui. c'est le concept Oui. déclaré dès le départ. Mais c'est ce qui nous a permis de bosser ensemble, c'est ce qui nous a rejoint dès le début, c'est notre amour commun pour Burroughs, pour Ballard, même pour Moorcock si on veut, même si lui il est beaucoup plus représentant dans le jeu de rôle, mais Mm. pour tous ces auteurs un peu qui explorent davantage
les marges sociales et les marges psychiques pardon, plutôt que des univers concrets, quoi. Mhm. Ok, du coup, est-ce que on peut se lancer dans peut-être une lecture de. Ouais. Je vais- Enfin, à moins que tu aies envie de dire d'autres trucs, des questions que j'ai pas posées. plein pendant des heures, mais on va faire une lecture plutôt. Comme tu veux. Si Oui. t'as envie de faire une déclaration définitive, C'est un très bon livre, il faut absolument l'acheter. voilà. Sinon, je vais me faire virer. Voilà une déclaration définitive. Mais on peut enchaîner peut-être sur une lecture. Ouais. Alors du coup, bon, il y a 2 romans qui composent on a compris le bouquin. Je vais lire le début du premier, donc Nuit Noire. Ouais. Donc Ok. il y a 7 ou 8 pages, c'est vraiment les tout premiers chapitres. C'est parti. Mes plus vieux souvenirs sont des odeurs d'aisselle et d'autres parties de mon corps. J'adorais ça. J'ignore quel âge j'avais à l'époque, mais j'étais jeune, c'était avant que j'aille à l'école. Je restais des heures dans un carton à écouter mon père et ma mère picoler et discuter de façon de plus en plus incohérente. J'aimais ce carton, je m'y sentais chez moi. J'y restais des journées entières. Je frottais mes doigts contre mes aisselles et je les reniflais, je passais la main entre mes couilles et mes cuisses et je les humais. J'ai continué de faire ça une fois adulte. Le parfum de ma sueur m'a toujours fasciné. Et toutes mes autres odeurs corporelles aussi. Je suçais mon doigt le matin avant de me lever et j'y respirais la trace aigre que ma salive avait laissée dessus. J'enfonçais mon doigt dans mon trou du cul, plus ou moins profondément, selon que je désirais une odeur plus douce ou plus âcre, et je le flairais. Mes parents n'ont jamais rien su de tout ça. Je restais plusieurs minutes, enfermé dans mon carton à renifler mon doigt imprégné de merde et de sueur sans penser à rien d'autre. Je n'entendais même plus leur conversation. Très tôt, j'ai respiré ma merde. Quand je chiais, avant d'appeler ma mère pour m'essuyer, et puis plus tard, quand je suis me torcher tout seul, avant de tirer la chasse, je me penchais dans la cuvette pour la renifler ou bien j'en écrasais une noisette au bout du doigt. Chaque jour, elle avait une odeur différente et pourtant je la reconnaissais tout le temps. C'était ma merde, rien qu'à moi. Quand j'allais aux toilettes pour sentir la merde de ma mère ou de mon père juste après qu'ils étaient sortis, ça n'était pas pareil, ça ne me plaisait pas. Seules mes propres odeurs m'attiraient. Une fois, j'ai goûté mes excréments, mais ça m'a dégoûté, je n'ai pas recommencé. J'avais sûrement 6 ans puisque mon père était encore en vie. Enfant, j'avais un fantasme qui m'a duré des années jusqu'à ma renaissance, jusqu'à ce que je m'isole et que je quitte la société des hommes. Je l'appelais le fantasme de l'homme dehors qui approche avec sa hache et qui vient me chercher pour me tuer. La nuit, dans mon lit, juste avant de m'endormir, quand j'étais allongé sur le côté, il arrivait que mon oreille soit repliée sur elle-même et alors, j'entendais le battement de mon cœur pulser là, à l'intérieur du pavillon clos, et produire un son granuleux qui rappelait les pas de quelqu'un marchant avec des bottes sur un sol de terre sèche ou de gravier. Ça arrivait juste avant que je m'endorme, et à chaque fois je vivais la même scène. L'homme, à la hache, venait pour moi. D'abord il tuait mon père, puis ma mère, enfin moi. Il défonçait la porte à coups de pied et de hache, mon père entendait ça et se précipitait. Il mourait le premier sous les coups de hache de l'homme en noir qui pénétrait dans l'appartement et faisait taire ma mère qui hurlait d'impuissance à la vue du massacre. Ensuite il me trouvait. J'étais calme. J'attendais ce moment depuis longtemps. C'était quelque chose de normal, je n'avais pas peur, je ne me débattais pas. L'homme se tenait enfin devant moi. Je savais qu'à force d'approcher et approchant en rêve chaque nuit, un soir il serait vraiment là. Il serait grand, barbu, avec un manteau noir couvert de sang et sa hache goûterait sur le sol. Il me sourirait. Ses yeux seraient noirs et magnétiques. Il lèverait sa hache lentement. J'essaierais de ne pas fermer les yeux, mais je n'y parviendrais pas. Sa hache me fendrait la poitrine. J'entendrais l'os craquer. Je sentirais couler sur mon pyjama le sang chaud. Ce serait fini. C'est un de mes plus doux souvenirs d'enfance, ce moment juste avant de m'endormir où je prends la bonne position et où j'écoute les pas de l'homme qui approche, calme, inexorable. La première chose morte que j'ai vue, c'est une mouche. Je n'allais pas encore à l'école. Mes parents et moi habitions un appartement en ville et je n'en sortais presque jamais. Ma mère était effrayée à l'idée que j'aille dehors. Ce jour-là, elle faisait le ménage et mon père était au travail. Par la fenêtre, j'observais les gens en bas. Il y avait des mouches qui circulaient au plafond et se posaient parfois sur la vitre. Ma mère en a tué une juste devant moi d'un coup de torchon. La mouche a laissé une trace rouge sur le verre, s'est décollée et tombée par terre. Ma mère l'a ramassée et jetée dans un cendrier. J'étais fasciné. J'avais vu voler cette mouche et je l'avais vue mourir.
Je l'ai récupéré après que ma mère a passé dans une autre pièce. Je suis allé dans mon carton. J'ai observé la mouche pendant un long moment, puis je l'ai écrasée entre mes doigts. Je me souviens de la sensation exacte. L'abdomen, transformé en purée jaunâtre et humide contre ma peau. Le reste du corps écrabouillé aussi, mais plus solide. Ça m'a soulevé le cœur. Cette sensation était bonne, comme si ce haut-le-cœur dissimulait quelque chose de supérieur, une conscience plus grande. Bien sûr, à ce moment-là, je n'avais pas du tout identifié ça, j'étais un enfant, j'avais juste éprouvé une sensation d'écœurement qui faisait du bien. J'ai ressenti du trouble et de la confusion. J'ai terminé d'écraser la bouche entre mes doigts. Il n'en est resté que la pulpe. Le trouble s'est dissipé, mais il a marqué mon esprit. J'ai quitté mon carton. Toute la journée et toute la nuit, je repensais à ça. Pour moi, à l'époque, ça ressemblait à un secret. Quelque chose connu de moi seul et que j'avais trouvé par hasard, quelque chose d'important. C'est ce jour-là, je crois, que ma vie a complètement changé. Toute la suite s'est déterminée dans cet instant où j'ai tout compris sans rien pouvoir formuler. Donc je vais lire un extrait de Paranoia, qui est le deuxième roman qui compose Métaphysique de la viande, situé vers la fin du premier tiers en gros. Des fourmis dépeçaient un morceau de pain oublié près du meuble de télévision. Un relent de vase roulait pareil à un courant sous-marin dans l'air saturé de puanteur. La nuit du 31 juillet, une semaine après la mort de Janine et Bernard Locuste, dans le salon, aux meubles repoussés contre les murs, occupant un très grand cercle rouge dessiné à la craie, se trouva un crapaud noir gros comme un quart de flic. Népès, nu, fit le tour du monstre immobile, caressa sa surface grasse, pétrit son épiderme mou, ses glandes ridées comme des olives noires, pelota tous ses replis. Les pustules suppurèrent. Leur jus brun et poisseux accentuait la viscosité de la peau, engluait les mains, les bras, tout le corps de l'homme qui se pressait et se branlait contre le flanc gigantesque, empoisonnait l'air d'encore plus d'ammoniac et de soufre. Toute une vermine rampante et marchande vivait là. Il arrivait qu'un miasme plus vif soulève le cœur de Népès. Il n'interrompait pas ses attouchements, avalait sa salive. L'homme baisa la peau, les bubons, le pus, frotta ses lèvres et sa langue, lécha. La respiration du monstre s'intensifia. Népès colla aux yeux gros comme des télés sa bouche ouverte, la noyant dans l'humeur gélatineuse, laissant des empreintes qui se résorbaient avec lenteur. Les pupilles, de la taille d'une tête et d'une noirceur de météorite, peinaient à suivre les mouvements de l'homme que l'excitation rendait fébrile. La bouche du monstre s'ouvrait parfois sur des gencives sombres et édentées que Népès embrassait, sur un trou pareil à une gazinière, au remugles de charnier, sur une langue rose et pointue, comme une géante bite de chien qu'il suçait. Népès soupirait, gémissait, grognait, libidineux, ridicule. Le monstre n'exprimait rien. Une poignée de mouches, sûrement échappée des cadavres de l'autre pièce, passa. De la pointe extrême de sa langue, le crapaud géant caressait les couilles et les fesses de Népès qui, à quatre pattes, haletait, clignait des yeux, se pourléchait. Son visage rouge et en sueur exprimait un grand désordre. Ses mains grattaient convulsivement le sol à la manière d'un chat. Des gouttes claires suintaient de sa queue prête à exploser. Le monstre darda sa langue vers l'anus. Népès se cambra et porta les mains à son cul, ce qui le bascula en avant comme pour se prosterner. Il écarta les fesses et offrit le trou malpropre. La pointe de la langue s'enfonça de quelques centimètres. Ça ébranla vivement Népès. Il gueula. Son gland congestionné expulsa du sperme. Il se crispa, bloqua sa respiration, retint l'éjaculation. Il était tout rouge. Des veines battaient à ses tempes. La queue désenfla un peu. Donc à nouveau un extrait de Nuit Noire, toujours situé vers le début. J'avais 9 ans la première fois que j'ai vu un cadavre d'animal. Ça faisait 2 ans que mon père s'était pendu, et 1 an et demi que j'avais des relations sexuelles avec ma mère. À l'école, j'étais invisible, méfiant et indifférent à tout. Mon statut d'enfant de suicidé s'estompait, mais tout le monde, adulte comme enfant, me foutait la paix. Ça m'allait bien. Cet animal, c'était un chien. Je l'ai découvert un matin en allant à l'école. Je n'ai d'abord pas vu de quoi il s'agissait. Il faisait nuit, on était en novembre, juste une forme immobile à cheval sur le talus et la route. Et puis j'ai identifié cette forme et mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai pensé à plein de choses. Je me suis approché de l'animal.
Il avait probablement été écrasé, il était presque intact. J'ai juste vu une blessure à la cuisse, le sang avait collé et laqué les poils. Il était allongé sur le flanc, tête tournée vers la route, gueule ouverte. Un liquide noir mêlé de boue tachait ses dents et ses gencives. Ses yeux étaient ouverts et vitreux. Je me suis accroupi. J'ai tâté la cuisse là où il avait été percuté, les poils collaient. En dessous c'était froid et rigide. J'ai touché sa langue, ses dents, ses yeux. J'avais des frissons. Je n'en perdais pas une miette. Ce chien dégageait une puissance incroyable. Il me donnait de l'énergie, il me faisait du bien. Je n'en revenais pas. J'ai été sorti de ma rêverie par les phares d'une voiture qui approchait. J'ai juste eu le temps de tirer le chien dans le fossé pour que personne ne le voie. Il fallait que j'aille à l'école. J'étais déjà en retard. J'espérais qu'il serait encore là à mon retour. La journée d'école est passée très vite. Je ne pensais qu'au chien. Je l'ai revu brièvement le soir. Je savais que j'aurais plus de temps le mercredi suivant. J'étais impatient. La nuit, j'en ai rêvé. Le mercredi suivant, je sortis de la maison peu de temps après le départ de ma mère pour son travail. Je ne lui ai rien dit. Si elle l'avait su, elle me l'aurait interdit. C'était une bonne mère. Ce qu'on faisait le soir, c'était une chose, mais c'était une bonne mère et elle m'élevait bien. Elle me prévenait des dangers du monde. Je me suis habillé chaudement et je suis retourné à l'endroit où j'avais laissé le chien. Il était toujours là. Je l'ai d'abord soulevé, porté et traîné à l'écart comme j'ai pu. Je me suis enfoncé dans la forêt. Au bout d'un quart d'heure, j'étais en sueur et essoufflé. Le chien était invisible depuis la route. Les arbres m'entouraient, il faisait presque noir. Une pâle lumière grise et hivernale perçait entre les branches. L'odeur de ma sueur m'envahissait et se mêlait aux senteurs de terre et de compost qui m'entouraient. J'étais bien. Je me suis agenouillé à côté de la dépouille. Des fourmis marchaient sur ses yeux et sur sa langue. Son parfum était plus fort que quelques jours auparavant. J'ai passé toute la journée à le toucher, à le respirer, à enfoncer mes mains au fond de sa gorge, à humer sa gueule, sa peau, ses organes génitaux, son anus. J'ai promené mes narines partout sur lui. J'ai enfoui mon visage dans son pelage sale. Des sensations violentes me traversaient. Je découvrais quelque chose d'encore plus fort que mes propres odeurs. J'ai sauté le repas de midi sans même m'en rendre compte. J'étais hors du temps. À l'aide de mes doigts, j'ai ouvert davantage la blessure pour toucher la chair gelée et le sang gelé. Avec une branche, j'ai extrait un œil. J'ai coupé le nerf et j'ai fait rouler le globe dans ma main. Il était dur, glacé et collant. Je l'ai pressé entre mes pommes. Je suis parvenu à l'écraser malgré la difficulté. L'intérieur était gélatineux et froid. La sensation était indescriptible. Ça semblait vivant et mort à la fois. Encore un extrait de Nuit Noire situé au tout début du troisième tiers du bouquin. J'ai toujours eu l'apparence d'une brute. À l'école primaire, j'étais plus grand et plus costaud que tous les autres enfants. En quatrième, je pesais 60 kg pour 1m65. J'avais du duvet au menton. Au lycée, je mesurais 1m87 et pesais plus de 100 kg. J'avais une barbe épaisse et noire, des cheveux noirs que je coupais court, des yeux noirs et la peau mate. Je transpirais beaucoup et avait une forte odeur corporelle. Je m'habillais toujours pareil, un blue jean, des pulls épais, un blouson de cuir, une paire de Rangers. J'avais beaucoup de caries, je ne me lavais presque jamais les dents, et j'avais une haleine chargée. J'avais de grosses mains souvent égratignées ou écorchées et une démarche pesante. Je faisais penser à un bûcheron, plus qu'à un lycéen. Je faisais peur à tout le monde. Les gens me vouvoyaient, mon regard n'était pas celui d'un enfant. Il reflétait une expression sombre et intériorisée, et ils évitaient de me regarder en face. J'avançais à pas lents et j'effectuais mes gestes avec la même lenteur. Ils étaient précis. Je n'étais pas maladroit. J'étais capable de subtilité et de douceur, mais je ne le montrais pas. J'aimais faire peur. J'aimais voir dans le regard des autres l'incertitude, la méfiance, la crainte, et j'aimais qu'ils n'osent pas me dire ce qu'ils pensent et qu'ils ignorent comment je pourrais réagir. Je voulais qu'ils gardent leur mépris au fond de leur cul, et qu'ils me montrent du respect, alors qu'ils ne me respectaient pas mais me craignaient comme on craint un fauve stupide. J'ai pris ma voix d'adulte vers 14 ans, une voix profonde. Je parlais lentement, et je pesais mes mots. Avec mon physique, ça donnait une impression d'idiotie, mais je m'en foutais. Montrer mon intelligence ne m'intéressait pas, je préférais qu'ils me voient comme une brute imbécile et dangereuse, au lieu de savoir qui j'étais réellement. J'étais un prédateur.
Je me dissimulais dans l'ombre. Mes pensées et mes émotions n'appartenaient qu'à moi. Dans le dernier rêve dont je me rappelle avant que tout se termine et que les démons soient là pour de vrai, je chiais. J'étais accroupi devant la maison de mes parents. Il faisait soleil, et ça se passait sur les marches de la porte d'entrée. Je chiais, à n'en plus pouvoir, un interminable boudin marron qui sortait de mon corps et s'enroulait sur le sol comme un boa. Je ne m'en sortais pas avec cette merde. Je me suis dit que ça n'était pas le bon endroit, et que je devrais aller aux toilettes. Je me suis relevé en chiant toujours, et j'ai laissé au sol au moins 2 mètres de merde enroulée comme une saucisse de Toulouse, géante, et toujours reliée à mon cul. Comme je marchais, la merde continuait à sortir, alors j'ai pris entre mes mains l'énorme boudin pour le porter au WC, mais je n'ai pas pu tout emporter à cause de la quantité de merde que je produisais à mesure, et j'en ai abandonné un morceau. Je me suis installé dans les chiottes en me vidant toujours de la plus longue chipolata du monde. J'en laissais dans la cuvette une partie que je coupais avec les doigts. J'allais dans le couloir récupérer ce que j'y avais déposé avant. Je gardais entre mes bras ce que je continuais à chier durant le trajet, ça n'en finissait plus. À un de mes allers-retours, mon père et ma mère sont apparus et m'ont demandé ce que je fabriquais. Je n'ai pas pu leur répondre. Je continuais à charrier ma merde et à en remplir les chiottes et mon cul en produisait toujours. À la fin, les démons sont venus, et ils étaient pareils à mes visions. Ils m'entouraient, en attendant ma mort et l'heure de m'accueillir. Après chaque disparition, ils revenaient toujours. Ils ont accompagné ma vie et m'ont donné leur puissance.